à l'assignation à résidence. Je vais faire un live global. Comme j'ai fait une publication sur ma page ce matin, pour expliquer un peu, en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, pour nombreux d'entre nous, mais pour tous les Ivoiriens de la diaspora, pas que les Ivoiriens, pour les Africains, pour plusieurs, en tout cas tous ceux qui sont issus de l'immigration. Je l'ai toujours dit que l'importance, quand on part à l'étranger, on part à l'aventure, c'est de prendre la mesure, d'étudier, de réviser, de lire un peu les lois et les procédures du pays qui nous accueille afin de ne pas tomber dans les erreurs que nombreux d'entre nous, malheureusement, on se retrouve coincés. Par moment, c'est pas par choix ou c'est pas fait exprès, mais on se retrouve dans les conditions, des situations un peu délicates, mais très souvent des situations délicates. Ce que je vais dire concerne tous les Ivoiriens et tous les citoyens issus de l'immigration. Tu peux avoir les papiers, comme tu peux ne pas avoir les papiers. Aujourd'hui, avec les réformes en France, et je tiens vraiment à le préciser et à le souligner, avec les nouvelles réformes en France aujourd'hui, on peut te déchoir de la nationalité française. Ça veut dire que tu peux être français, naturalisé. Tu dois savoir que le fait d'être naturalisé ne fait pas de toi un Français de souche. Et ça, c'est quelque chose que souvent, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Et ils font la confusion en disant, oui, la France est un pays des droits de l'homme. Oui, la France est un pays des droits de l'homme et des libertés. La France est une chance. Je l'ai toujours dit, moi je le dirai toujours. Je dis la chance que nous avons en France, on n'a pas cette chance dans nos différents pays d'origine. Quand on quitte l'Afrique, quand chacun quitte son pays, c'est pour aller chercher meilleur. C'est pour ça qu'on dit on part à l'aventure. Et quand tu pars à l'aventure, tu dois porter les habits, les vêtements du pays qui t'accueille. Tu ne peux pas partir à l'aventure avec les vêtements de ton pays et dire que je ne vais pas respecter ou je dois choisir les lois que je dois respecter. Non, tu dois te soumettre aux règles de vie commune. On vit ensemble dans un pays d'accueil. Donc ce que je suis en train de dire concerne tout le monde, y compris moi-même. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question idéologique. C'est une question de vivre, de s'adapter, de s'intégrer. Je vais même dire de s'assimiler. Souvent, ce mot assimilation gêne des gens. Ça ne doit pas vous gêner. S'assimiler ne doit pas gêner. Ça veut dire que tu acceptes d'épouser ce pays qui t'accueille. Mais tu ne peux pas refuser d'épouser un pays qui t'accueille et puis dire que tu veux vivre dans ce pays-là. Et c'est l'erreur que nous faisons. On confond la géopolitique, la politique de notre pays, la politique étrangère du pays d'accueil. On confond ça à notre vécu, à notre histoire et à notre vie. Mais qu'est-ce que... On me dit Brice Clotaire est candidat au Gabon. Mais c'est le choix de Brice Clotaire. Ce que je suis en train de dire ici, qu'est-ce que ça a à voir avec la candidature de Brice Clotaire? Et puis le nom Clotaire, là, moi, dans ma langue maternelle, là, on ne dit même pas ça devant nos grands-parents ni devant les hommes. Ah, restons concentrés, les frères. Ce que je suis en train de dire là, ça nous concerne, nous tous. Hein. Donc, on va aller très vite pour rentrer dans le vif du sujet. Assignation à résidence, j'ai fait la publication sur ma page et je dis le cas de Souleymane Koné. Pourquoi j'ai pris le cas de Souleymane Koné? J'ai pris le cas de Souleymane Koné parce que c'est le cas de Souleymane Koné qui est à l'ordre du jour. Mais chaque jour qui passe, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans les centres de rétention. Est-ce que vous savez ça? Chaque jour, il y a plusieurs Ivoiriens qui sont dans les centres de rétention. Et là où je vous parle actuellement, il y a des Ivoiriens qui sont dans les centres de rétention actuellement, qui sont en attente de leur rapatriement dans leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Pas plus tard qu'il y a trois semaines, il y a un Ivoirien qui est parti. Mais vous êtes assis, vous ne savez pas. Moi, tous les jours, là, chaque fois que je peux descendre de rétention, il y a des Ivoiriens qui m'appellent, qui sont là-bas, qui ne sont même pas de mon ethnie. Parce que ce que je dis, ce que je fais, je ne le fais pas pour une idéologie quelconque. Je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas parce que c'est de mon ethnie. Je ne le fais pas parce que c'est de groupe ethnique. Je ne le fais pas parce que c'est de ma religion. Non. Je le fais parce qu'on est tous des frères et sœurs. Nous sommes des aventuriers. Nous sommes des aventuriers en sursis. Nous sommes des aventuriers en sursis. Nous, là, nous sommes des aventuriers en sursis. On est venu ici, on est venu se chercher. Nous, là, nous sommes le sacrifice ultime
pour que nos différents pays là, puissent avoir la stabilité. Et ça, les gens ne disent pas ça assez. Ça fait mal. Souvent, on est assis. Tout Ivoirien de la diaspora qui est ici, de la diaspora, il n'y a pas un jour, il va s'asseoir pour dire, mais on a été sacrifiés comme ça. Oui, parce que nous sommes le sacrifice ultime. C'est nous qui garantissons la paix dans nos différents pays. La paix sociale, c'est grâce à la diaspora. Mais souvent, les gens ne sont pas reconnaissants envers nous. C'est pour ça que quand un Ivoirien, quelles que soient nos divergences politiques d'opinion, quand un Ivoirien de la diaspora a un problème, on est touché parce qu'on se dit, c'est nous, et ça peut être nous. Hein. C'est ça qui fait la distinction. Hein. C'est pas parce que ce que les gens disent plaît à quelqu'un, ça ne plaît pas à quelqu'un. Chacun a son opinion, a sa pensée, a sa méthode, a sa manière de réfléchir. Mais on est une communauté ivoirienne. Nous là, on est sécurité sociale de nos parents. On est aide de nos parents, loyer de nos parents, facture de nos parents, nourriture de nos parents. On prend nos familles en charge. Chaque citoyen africain de la diaspora. On a fait beaucoup pour nos différents pays. Donc quand on est ici là, c'est que ce qu'on devait prendre pour économiser, pour garantir notre retraite, notre vie meilleure à notre vieillesse là, on a sacrifié ça pour nos parents rester au pays. C'est pour ça que quand un Ivoirien de la diaspora a un problème, on a tous mal. On a mal parce qu'on se dit, ah, je peux me retrouver dans cette situation demain. C'est pas parce que tu as papier que tu ne vas pas te retrouver. Tu peux te retrouver à un endroit où tu n'as même pas choisi. Tu arrives là, il y a fait des guédis, tu es cuit. On vous embarque, vous tous vous battez. Malheur pour toi, s'il y a quelqu'un, on prend ton téléphone, dans ton téléphone, s'il y a quelqu'un qui est dedans, qu'on fait du check-in. Parce que ce téléphone-là, quand tu arrives au commissariat, là, ta vie est comme miroir dans leurs mains. Tu peux rien faire. Ils ont accès à toutes tes données. Ton Facebook, ton WhatsApp, ton TikTok, tous les questions, ils ont accès à ça. Tu peux ne pas donner le code, mais ils vont brancher. Ils ont les codes pour brancher, pour avoir accès à toutes tes données. Donc ta vie est dans leurs mains pour Bakata. C'est que petit problème que tu as eu là, ça peut devenir gros caillou dans ta main. Tu vas t'étonner. C'est pour ça, moi, j'ai choisi de sensibiliser mes frères. J'ai toujours prôné le pays, la France, là. C'est une chance, les frères et sœurs. Où on est venu ici, là, c'est parce qu'on n'a pas mieux chez nous. Qu'on est venu kete ici. Il y a quelqu'un qui dit, il dit que le procureur a fait appel. Ça, je reviendrai sur ça, c'est normal tout ça, hein, c'est normal. Donc, on va aller rapidement. Je ne connais pas, j'ai pris le cas de Gbagbo Koné, ou Souleymane Koné, parce que c'est un cas parmi tant d'autres. Donc, j'ai pris cet exemple-là pour qu'on puisse... Mais je voudrais... D'abord, on va écouter rapidement les deux vidéos de son avocat pour qu'on puisse rentrer dans notre conversation. Ouais, les gens, ils viennent, ils comprennent même pas. Ça veut dire que eux, ils sont venus parce qu'ils ont une idée figée de toi. Quand ils arrivent net, ils viennent avec les insultes. C'est comportement ça, la logique qu'on t'attrape, on est dans ton téléphone, on dit toi-même tu n'es pas correct. C'est ça là qui en va problème. Parce qu'il y a problème dans problème, dans problème, dans problème. Téléphone donne problème. Ah. Donc on va aller rapidement, on va écouter, d'abord ici, on va écouter l'avocat de monsieur Souleymane Koné, dit Gbagbo Koné. On va écouter ici rapidement son avocat. Ce qu'a dit son avocat. On écoute ici ensemble. Hein. Il justifie d'un billet pour le Mali. Pour le Mali. Et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF, bien entendu. Il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Ah bah oui. C'est un problème de vie et de mort, comme je l'ai dit à l'audience. Et que nous tenons à cette vie-là. C'est vraiment ça vient. Là, on ne veut pas ça. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là, que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui. C'était pour faire cette diligence. C'est ça. Voilà. Merci. Très bien.
Voilà, on a écouté ici l'avocat de M. Gbagbo Koné, dit, M. Souleymane Koné d'ailleurs, dit Gbagbo Koné. On a écouté son avocat, la plaidoirie. C'est pour ça que je dis, quand d'abord je vais commencer, attendez, je vais aller ici, et puis on va checker, je vais ici rapidement les gars, et puis voilà. Parce que moi, TikTok là, les gens demandent que j'aille sur TikTok. Mais TikTok là, on parle nouchi dessus. Tu dis un mot net, on dit ton mot que tu as dit, il faut parler nouchi. Ah, nouchi là, il y a des moments où on parle nouchi, puis il y a des moments où on n'a pas envie de parler nouchi. TikTok est trop compliqué. C'est pour ça que j'aime pas TikTok au fait. Voilà. Je vous dis la vérité. C'est vrai que j'aime pas TikTok. Donc, il y a des mots, il y a parlé nouchi, ça me fatigue. Mais là, on est dans des... Enfin, bref. Bon, on y va. On y va les enfants, on y va. Donc, voilà. Très bien. Donc, là, je suis ici avec vous sur Facebook et je suis ici avec ceux qui sont sur TikTok. Revenons à l'assignation à... Il faut rester ici. Très bien, je vais rester. Dominique Yaba, je vais rester ici, tu as raison. Moi, j'aime bien beaucoup ce Facebook. On est bien ici. TikTok a beaucoup de bruit. Bref. Donc, venons à l'assignation à résidence. Ce que vous devez savoir d'abord, tout citoyen, quand vous avez un problème, tout citoyen, quand vous arrivez dans un commissariat, je l'ai dit, hein, c'est-à-dire, avant que la police te prenne, c'est qu'il y a un petit souci. Peut-être qu'il y a un petit bang-bang, il peut y avoir des petits palabres, des petites histoires, il peut y avoir des accrochages, mais il y a forcément quelque chose, et puis la police, elle arrive d'abord. Donc quand la police arrive là, la police ne vient pas d'abord dans le but parce que tu n'as pas papier. Parce que la police, c'est pas écrit sur ton front ici que tu n'as pas papier. La police peut faire sa ronde. Et puis parfois, ça peut être même, souvent, la BAC. Ceux de la BAC là, c'est ceux qui sont dans les voitures banalisées. C'est donc on appelle la BAC. Les voitures banalisées qui, ceux-là, ils peuvent faire des rondes. Ce sont la police anti-criminalité, anti-drogue, des trucs comme ça. Donc ceux-là, si par malheur, il y a un petit truc, un petit mouvement flou, tu te retrouves dedans, ils vont t'embarquer avec toi. Ils vont t'embarquer avec toi. Donc, vraiment, je ne sais pas le cas du frère Souleymane Koné. Je ne connais pas le fond de son dossier. J'ai posé la question même sur la page de son avocat pour dire, maître, quel est le motif de son arrestation? Parce qu'avant d'arrêter quelqu'un, il y a un motif. C'est sur ça, moi, je me base. Quel est le motif de son arrestation? Après, par la suite, on peut... parce que quand la police te prend, malheureusement... quand tu arrives au commissariat, ils ont la liberté de fouiller dans tes affaires, dans ton ordinateur, dans ton téléphone, dans tes groupes WhatsApp, pour voir tes conversations. Et puis ça là, ça peut envenimer la situation et puis aller plus loin que prévu. Bref, je mets ça de côté. On va revenir sur l'assignation à résidence. Donc, quand tu arrives au commissariat, c'est un conseil juridique. Je vous donne. Parce que moi, Gouzane Naounou, j'ai conseillé plusieurs Ivoiriens ici en France qui sont en centre de rétention et qui se retrouvent seuls face à l'administration. C'est très difficile. Quand tu ne comprends pas l'administration française, que tu te retrouves face à l'administration dans un cas comme ça, je peux vous assurer que tu te sens... Les gens peuvent chanter, faire des manifestations dehors, mais tu te sens seul au monde. Parce que tu es face, toi seul, à ta réalité. Ton angoisse, ta préoccupation, c'est comment je vais sortir de cette galère dans laquelle les gens peuvent te soutenir, c'est bien. Le soutien moral, c'est bien, mais est-ce que ça résout ton problème? Parce que tu es seul face à ton problème. C'est pourquoi je vous donne ce conseil juridique, je le dis. Quiconque qui a un problème, c'est-à-dire quand tu arrives au commissariat, la première des choses, il y a déjà, c'est la méthode, hein. Les policiers, c'est pas non plus des agneaux qui vont venir te caresser dans le... Oui, coucou, tu vas bien, tu as bien dormi, tu te sens bien. Est-ce qu'on t'a attrapé joliment? Est-ce qu'on t'a menotté méchamment? Ils vont pas te faire ça. Ils ont leur méthode. Là, je parle pas de la méthode encore. Donc, quand tu arrives, il y a une méthode qui fait que... Parce qu'on doit justifier pourquoi on t'a amené au commissariat. Donc, pour justifier pourquoi on t'a amené au commissariat, on doit taper ton PV. Ce qu'on appelle le PV. Le procès verbal. Le procès verbal... PV, procès PV verbal. Donc, on tape ton PV. Dans ton PV, là, quand on va taper ton PV, ils vont te poser des questions. Ils peuvent imaginer, hein, je le dis, en fonction de ton accoutrement, de ton langage, gestuel, eux, ils peuvent avoir une idée déjà figée de toi.
Mais ils vont frapper ton PV en fonction de ce que tu dis. Parfois, c'est pas la même formulation. C'est pas la même formulation, attention. Donc, tu peux dire des choses, eux, ils vont traduire ça autrement. C'est pourquoi, toujours est-il, quand on tape ton PV au commissariat, si tu ne sais pas lire, faut jamais le signer. Je reprends pour vous dire. Dans n'importe quel commissariat, mais que ce soit police, même municipale, si tu ne sais pas lire, il ne faut pas que tu vas signer ce qu'on a frappé là pour te donner. Quand on a signé des... Si tu ne sais pas lire, il can a signé. Parce qu'une fois que tu mets une signature, ça veut dire que tu as approuvé ce que le policier a tapé comme PV là. S'il a mis que tu es un dealer ou tu es un gasteur ou tu es un braqueur ou que quand on est arrivé, il avait un comportement suspect. Quand on est arrivé, il a jeté un papier dans la poubelle. On a regardé dans la poubelle, on a vu le papier, il n'y avait plus de drogue, mais ça sentait la drogue. Toi, tu l'as signé, tu es cuit, hein? Tu as signé ton arrêt de mort. Donc, quand tu arrives dans un commissariat, quand tu ne sais pas lire, quel que soit, parce que quand tu vas arriver là, ils vont te mettre en garde à vue. Sachez que la garde à vue, c'est 72 heures maximum. C'est 24 heures, c'est 48 heures, c'est 72 heures. Donc c'est 72 heures, c'est 3 jours. 48 heures, c'est 2 jours. 24 heures, c'est 1 jour. Donc, quelle que soit la difficulté, 3 jours après là, tu vas et bien d'abord. Tant que tu n'as pas signé quelque chose là, au bout de toi, parce que 3 jours après, ils ne peuvent plus te garder plus que ça. Puisque tu n'as rien signé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, tu dis d'abord, c'est le commissaire ou bien c'est son en dessous qui va te recevoir pour taper ton PV. Tu dis que tant que tu n'es pas assisté d'un avocat, toi, tu ne peux pas parler. Parce que toi, tu ne sais pas comment ils vont taper ça pour te donner. Toi, tu ne peux pas parler. Et c'est ça la chance d'être en France. Cette chance, tu l'as. C'est un droit. C'est pour ça qu'on dit pays des droits de l'homme. C'est un droit légitime. Tant que tu n'es pas assisté d'un avocat, tu ne parles pas, tu n'as rien à dire. Parce que tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi formuler. Tu peux dire quelque chose que tu penses, en français, dans ton ethnie, là, tu vas dire. Mais comme tu ne parles pas bien français, quand tu vas traduire en français, ça peut donner un autre sens. Et l'autre sens, là, ça peut te condamner. C'est pour ça, toujours on dit, il faut t'assister d'un avocat. Souvent, on va te dire, tu n'as pas les moyens d'un avocat. On dit, on t'a appelé un avocat d'office, commis d'office. L'avocat commis d'office, vous devez savoir une chose. Généralement, l'avocat commis d'office, ce sont des avocats qui sont payés par l'État. Donc, très sincèrement, moi, je ne vous conseille pas l'avocat commis d'office. Sincèrement, je ne vous conseille pas ça. Parce qu'il faut avoir la chance de tomber sur un. Parce que les avocats commis d'office, ils sont payés... en fonction des heures qu'il passe. Donc, s'il vient au commissariat, il va te dire, bon, il faut signer, c'est pas grave, il faut signer, mais moi je signe, c'est pas grave, là, qui va me défendre dans le dossier que je signe? Donc, si tu sais pas lire, tu dis toujours, je veux un avocat. Si tu as la chance d'avoir un parent à l'extérieur, parce que souvent on va te dire, vous ne pouvez pas appeler votre parent, on a pris votre téléphone. Tu dis, ah, si vous ne voulez pas que j'appelle un parent pour lui dire que je suis dans tel commissariat, pour venir à mon aide, pour prévenir mes proches, moi, je n'ai rien à dire. Parce qu'il faut, quand on te prend là, tu as papier ou tu n'as pas papier, la police est dans l'obligation de prévenir une personne proche. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, quand tu arrives déjà, que tu lui dis, vous devez prévenir quelqu'un proche de moi, on se dit, il ne parle pas français, mais il connaît un peu ses droits. Hein. Parce qu'il faut les connaître, tes droits et tes obligations. Donc, ils sont obligés de prévenir un proche. Parce que ici, en France, quand tu vas à l'hôpital, là, c'est comme à l'hôpital. Même quand on te donne aide médicale d'État, on dit, en cas de problème, on prévient qui? Donc, tu dois donner un numéro qu'on va prévenir en cas de quoi? C'est pareil à la police. Donc, on doit forcément prévenir quelqu'un. Donc, si on ne veut pas que tu préviennes quelqu'un, je pense que ce n'est pas la peine de parler. Ça, c'est un. Maintenant, ils vont finir de faire le PV. Parfois, ils vont te dire, mais si vous ne signez pas, nous, on doit justifier pourquoi vous êtes ici, pour expliquer. Souvent, ils vont vous blaguer. Voilà, maraya quoi. Vous dites, oui, il faut signer comme ça. Si tu finis de signer, tu vas sortir. Toi, tu as fait 2 jours, 48 heures dans un commissariat. Et les gars d'à vue, là, tu es assis là-bas, tu es fatigué sur le banc. Tu es fatigué, donc tu as envie de sortir. Donc, on te dit forcément, oui, il faut signer, tu vas sortir. Mais comment il y a un signé pour sortir? Quand tu as signé là, on t'amène direction. Il y a un cargo qui arrive. On te met dedans, on dit oui. On voit le juge, on dit, bon, ça y est, il a signé. Le juge, il délivre. On t'amène en rétention. Si tu n'as pas papier, tu vas au centre de rétention. C'est pour ça qu'on amène les gens au centre de rétention.
On dit centre de rétention administrative parce que tu n'as pas de papiers. C'est dans ceux qui ont les papiers là. On les amène, on les amène en prison le temps de l'attente de leur procès. Donc, tu vas arriver au centre de rétention administrative. Arrivé là-bas, tu as une petite liberté, c'est pas une liberté en tant que liberté, mais tu as le temps quand même de récupérer ton téléphone et puis d'appeler des gens pour qu'on vienne dans ton secours. C'est là que souvent il y a des gens qui sont là-bas, moi qui m'appellent beaucoup sur des questions, sur certaines questions. Et je suis pas là aujourd'hui pour expliquer ça. Donc, quand tu es là-bas, que tu appelles des proches, tu cherches un avocat. L'avocat que tu prends là, je l'ai écrit ce matin. Je dis ce que je suis en train de dire, c'est pas au nom de M. Kone Gbagbo, mais c'est le cas Gbagbo Kone qui doit servir aussi pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont dans des difficultés comme ça. Et ça, on ne peut pas les sauver malheureusement. On est obligé de donner des conseils. Donc moi, je fais du conseil, je sais pas, je suis pas juriste, hein, mais j'ai pris le temps quand même de lire beaucoup de choses sur les lois, sur des procédures, sur la législation française. Donc, il y a quelques-uns que je connais, mon débrouillement là, j'essaie de donner aux uns aux autres, quand on m'appelle et dit, ah, faut passer ici, faut voir telle association, faut voir telle chose, faut faire comme ça pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir te défendre. C'est ce que je sais faire, mais je suis pas juriste. Au centre de rétention administrative. Le centre de rétention administrative, c'est-à-dire que le temps que tu passes devant le juge des libertés. Parce que quand tu te mets au centre de rétention administrative, d'abord, au niveau du commissariat, le commissariat va transmettre les dossiers au préfet. Donc, le préfet qui dit commissariat dit préfecture, préfecture, ministère de l'Intérieur. Sachez que ils sont leur ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, quand on transmet ton PV et tout ça, on transmet au préfet pour demander au préfet. Il n'a pas de papier. Et comme il y a les circulaires, il y a des circulaires et tout pour dire ceux qui n'ont pas de papier, ils n'ont pas le droit d'être sur le territoire français. C'est la loi. Quand tu n'as pas de papier, donc quand tu es en situation irrégulière, que tu te retrouves dans des situations comme celle-ci, ben, on te demande de quitter le territoire parce que tu n'as pas le droit d'être sur un territoire de façon irrégulière. Tu dois être sur le territoire de façon régulière. Donc quand tu es en situation irrégulière, il y a des choses qu'il faut éviter. Les foules, les mouvements là où il y a du monde, là, tu évites. Où il y a les soirées brouillons, là, tu évites. Tu évites les maquis. C'est des conseils que je vous donne. C'est les conseils que je vous donne. Et j'ai toujours donné ces conseils-là. Si toi, tu n'as pas papier, ces petits bourreaux là, tu es dans les coins comme les châteaux rouges, les châteaux d'eau, où il y a toujours les bagarres, là. Quand la police arrive là-bas, là, c'est toi qui n'as pas papier, on prend premier où. Oh, c'est pas toi qui as provoqué, hein. Tu n'as rien à voir avec la bagarre. Mais on dit contrôle de police. Mais toi, tu es dans le lieu. Donc, quand tu es dans des coins, quand tu sais qu'il y a des bruits là, et tu prends tes clics et tes claques, et tu disparais, même ça dit au revoir à quelqu'un. Tu t'éloignes. Dans les manifestations que vous êtes là, quand tu sais que y a des tensions qui montent là, tu quittes les lieux. Tu pars. Parce que là, si les policiers arrivent, ils vont te prendre. Chap, au bin, malancoin. Donc, on dit à malin demi. Ici, là, quand tu n'as pas papier, même police municipale, il faut éviter. Parce que ça peut te créer des petits problèmes et puis tu ne comprends même pas. Donc, il y a des points aussi à éviter, il y a des choses à éviter, chers frères et sœurs. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des conseils que je vous donne et donne à chacun d'entre nous. Parce que moi-même, je suis concerné. C'est pas parce qu'il y a papier. On peut demain aussi, je peux tomber dans une situation, une embuscade et puis me retrouver dans une situation délicate. Donc, on va se donner des conseils sur ça. Donc, au centre de rétention administrative, quand tu arrives là-bas maintenant, on te dit, à faire des papiers en France, c'est compliqué. Si tu n'as pas papier, même chien, on respecte les chiens. Hey, c'est pas facile, hein. Donc, c'est triste, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, quand tu arrives au centre de rétention administrative là-bas, on va te dire, on va te présenter, d'abord quand on amène ça au préfet, c'est le préfet maintenant qui va te faire OQTF, qui dit, mais la loi dit que celui qui n'a pas de papier n'a pas le droit d'être sur le territoire. Donc moi, en tant que préfet des départements, parce que c'est dans le département dans lequel tu as eu le souci, où on t'a attrapé, où on t'a arrêté, au moins, le préfet dit non, ce personnage n'a pas le droit, ou cette personne n'a pas le droit d'être sur le territoire français. La loi dit que toute personne qui est en situation irrégulière doit quitter le territoire français. Donc le préfet est dans ses droits. Il va signer, il dit ok, je délivre l'obligation de quitter le territoire. Donc le préfet transmet ça au commissariat.
Le commissariat prend tous les dossiers. Il te met dans le cargo. On t'amène en centre de rétention. Mais tu quittes pas le territoire sans passer devant le juge. C'est là tu vois que la France, quand il dit la France, c'est un pays des droits de l'homme. La France est un pays des droits de l'homme, mes frères. Tu ne peux pas quitter le territoire sans passer devant le juge. Donc, tu vas passer devant le juge des libertés. Le nom, c'est ça, juge des libertés. Parce que, quelle que soit ta situation, tu as droit à la liberté. Ce que j'ai dit, vous savez, même devant, quand il y a la peine déjà existait, voilà, fait des titres, quand tu veux dire les mots, tu es obligé de parler en chinois ou en nushi. La peine déjà. Ton dernier mot, là, même aux États-Unis, où c'est encore légal, là, on te demande, le plus grand criminel, on lui demande, tu veux dire un dernier mot à tes proches, à ta famille, avant qu'on va te dire. Tu dis oui. Tu t'en vas embrasser tes parents, là, pour la dernière fois dans le couloir de la mort, là. Tu les embrasses d'abord pour la dernière fois, et puis on vient te dire. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais ça, c'est un autre truc qui est bizarre. Donc, le juge de liberté, tu vas passer devant le juge de liberté. Arrivé devant le juge de liberté, tu prends ton avocat. Il faut savoir une chose. Quand vous êtes dans des situations comme ça, que vous arrivez devant les juges de liberté, habillez-vous correctement et convenablement. Quand tu es une femme là, les vernis bleu, jaune là, il faut retirer ça même sur tes doigts très vite. Les faux ongles, tu retires ça parce que c'est des mauvaises images. C'est pas des codes ça, de quelqu'un qui a une éducation. Donc on regarde tout ça, hein, les juges, ils observent tout ça. Donc quand tu arrives devant les juges, les bouts d'oreilles qui pendent là, quand tu es une femme, tu retires ça. Si tu veux attacher ton foulard, tu fais bien ton Modibo Keïta, tu mets des petites bouts d'oreilles, tu mets un petit rouge à lèvres, mais vraiment tu mets ça bien, tu fais ton vernis rouge. Parce que ton vernis rouge doit refléter avec le rouge à lèvres. Donc tu peux pas mettre vernis bleu, jaune ici, rouge à lèvres violet, tu arrives devant le juge, il dit ça c'est quoi ces gens là dans le pays? Amenez-le là-bas rapidement. Il t'a jugé en même temps avant que tu ne parles. Parce que l'appréciation des juges compte dans la décision. Donc, quand tu es une femme, il faut arriver de façon élégante, soft. Pas des bling-bling, pas les couleurs qui flashent, non. Tu sais, tu fais un effort, tu portes un petit tailleur. Pas cintré, mais qui te relâche. Vous voyez, un peu à la Chanel. C'est la marque Chanel, mais le style. Tu t'habilles comme ça, avec des petits talons. Tu viens propre. Quand tu arrives devant le juge, la gestuelle, ta manière de te tenir, quand tu t'adresses au juge, tu regardes, tu expliques, tu fais pas les mains comme ça là. Oui, et puis, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, on m'a attrapé. Tu fais pas tout ça. Ce sont des codes. C'est ça le vrai coaching. Ce sont les codes. Donc, il faut apprendre tous ces codes-là. Donc, ta gestuelle, ta manière d'expliquer avec calme au juge, d'expliquer ta situation, d'où tu viens, comment tu es arrivé en France, ce que tu as traversé comme difficulté, et pourquoi tu es venu sur ce territoire, parce que tu vas expliquer. Très bien. Le juge, quand tu finis de raconter tout ça là, le juge va te poser la question. Mais ce PV là, c'est toi qui as signé. Si tu as signé le PV, il ne faut pas tu vas te mentir. Il faut dire, oui, je reconnais que je l'ai signé. Il faut reconnaître que tu as... Parce que si tu as signé PV là, quand tu dis je n'ai pas signé là, c'est mensonge, c'est très grave. Donc, si tu as signé PV du commissariat, le juge va te demander, c'est vous qui avez signé le PV? Il te dit, vous l'avez signé? Tu dis oui. Tu dis, oui, madame le juge. Oui, monsieur le juge. Il faut toujours rajouter ça dessus. Monsieur le juge. Madame la juge. Il faut toujours rajouter ça dessus. Très bien. Vous reconnaissez tout ce qui est dit dans ce PV? C'est là tous les jours. Tout ce qui est dit dans le PV là. Tu dis, je ne reconnais pas la totalité de ce qui est dit dans le PV. Mais vous avez signé. Là, tu peux dire, je ne sais pas lire écrit. J'ai essayé de lire du mieux. Même si tu sais lire écrit même. On l'a attiré dans la mesure même du paflotage. Du mangement de maïs. Tu dis, je ne sais pas bien lire écrit. Je me suis débrouillé pour lire. Je n'ai pas compris la totalité, mais j'étais épuisé. Je suis resté en commissariat depuis 3 jours. Et donc tu essaies de... Très bien. Et là, ton avocat va prendre le relais derrière. Donc, ton avocat, là, ce qu'il doit demander, tu es bien habillé, tu t'es bien présenté, très bien. Bon,
Vous avez une reconduite à la frontière, vous devez quitter. L'obligation de quitter le territoire, c'est lourd. Obligation, ça veut dire que c'est un ordre qu'on te donne de quitter le territoire. Vous en pensez quoi? Il dit, vous avez quelque chose à ajouter? Quand le juge finit de dire, mais vous avez obligation de quitter le territoire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce qu'ils ont une manière de faire là. Tu dis au juge ou à la juge, tu dis tu comprends la décision du juge, mais tu souhaiterais retourner dans ton pays d'origine dignement. Tu ne veux pas partir comme un trafiquant, comme un voleur menotté. Tu veux avoir le temps, un bout de temps, tu demandes juste un délai de 2 semaines, le temps de faire ta valise, de préparer tes affaires, de dire au revoir à tes proches et de rentrer dignement dans ton pays d'origine. Il ne faut jamais oublier la notion de dignement, la dignité. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de dire, même à la guillotine là, peine de Djala, on demande toujours quelle est ta dernière volonté avant de te dire. Donc tu dis, je souhaite partir dans mon pays d'origine dignement. C'est-à-dire, toi-même, tu vas organiser, préparer tes affaires, tu vas prendre tes clics et tes claques et tu vas partir. Donc quand tu dis ça, ton avocat a derrière pour dire, de donner maintenant les éléments de preuve qui prouvent, parce que la question c'est que quand on va te laisser assignation à résidence, ça veut dire le juge peut accepter de dire ok très bien, on accepte que tu organises toi-même tes valises et que tu dises au revoir à tes proches et partir. Mais ton avocat là, il doit envoyer les preuves. C'est pour ça que dans la vidéo j'ai lu une vidéo de l'avocat de monsieur Suleiman Touré, il y avait une preuve manquante qu'ils sont allés chercher. La preuve du garant, ça veut dire quoi? L'adresse de là où tu vas être résidé. Quand on va te ramener là, l'assignation à résidence. Mais c'est où? Donc, il faut envoyer des garanties. Soit chez mon frère, voilà son adresse, il a une situation, il travaille, je peux habiter chez lui le temps de préparer mes affaires. Donc tu envoies des éléments, une adresse et tout ça. Je fais tout ça pour vous lire rapidement et vous allez comprendre ce que c'est que l'assignation à résidence. L'assignation à résidence vous oblige à rester dans un endroit précis, décidé par l'administration. Donc, c'est ça l'assignation à résidence. L'obligation de quitter le territoire au QTF, il y a l'OQTF, il y a l'interdiction de retour sur le territoire. Parce que tu peux avoir les deux, hein. Tu peux avoir l'obligation et l'interdiction de revenir sur le territoire. Là, tu ne rentreras plus sur le territoire. Pendant 3 ans, on ne veut pas te voir sur le territoire. Donc, il y a tout ça. Et cette assignation de quitter le territoire, quand tu expliques, tu envoies les éléments, tu envoies EDF, tu envoies tous les éléments qui prouvent qu'il y a un endroit précis où tu vas être. Le juge peut décider en ce moment-là de dire, bon, comme il y a un endroit précis, il y a un référent, il a son numéro, et comme il a prouvé sa bonne foi de ne pas résister à la décision du juge. Donc, il ne faut pas mettre des résistances pour dire, je ne vais pas partir, je ne vais pas partir. Mais une fois que tu dis que tu ne vas pas partir, on ne va pas te donner l'assignation à résident. Déjà, on a compris que tu vas fuir.